Je vais d'abord partir de la plupart des définitions que Plantin liste dans son dictionnaire. Je reprends sa numérotation et Plantin donc dit que l'argumentation renvoie à, premièrement, une forme du discours monologal, discours rationnel, discours raisonnable, dans lequel un énoncé, l'argument, appuie un autre énoncé qui est conclusif. Deuxième définition, vous avez mon exemplier, j'imagine, oui, il doit être derrière moi, donc c'est parfait. Deuxième définition, l'argumentation se définit par une adresse à un groupe qui est, selon Plantin, page 77, qui intrigue dimension structurelle et fonctionnelle et distingue l'argumentation qui va utiliser des techniques discursives explicites et ouvertes de la propagande qui serait ouverte et cachée. Troisième point, il y aurait beaucoup à discuter dans cette opposition, mais ça n'est pas mon objet. Troisième point, une forme de la signification linguistique. Et ici, Plantin évoque essentiellement la théorie d'argumentation dans la langue, mais il ne va pas au-delà de ses premiers travaux de Ducrot, notamment je pense à la théorie des blocs sémantiques, à la théorie argumentative de la polyphonie de Carrel et Duclos, auquel je me suis intéressé dans un article de 2016. Cinquièmement, je saute de 3 à 5 pour des raisons que vous comprendrez ensuite. Cinquièmement, une forme de dialogue. Et ici, Plantin distingue les discours monogérés qui intègrent dialogiquement l'autre dans son propre discours, des interactions argumentatives dialogales qui externalisent le rôle de proposant, d'opposant et de tiers et qui, pour Plantin, concernent le cœur de l'argumentation. Ça, c'est un coup de force assez extraordinaire qu'il propose parce que c'est bien une forme d'argumentation, mais dire que c'est le cœur de l'argumentation me semble particulièrement osé. Sixièmement, il définit l'argumentation comme un mode de gestion du différent, sous forme linguistique ou non, et qui ne se réduit ni au débat, ni à la polémique. Septièmement, un dialogue critique qui est susceptible de s'incarner dans des règles normatives, et ici, bien sûr, vous voyez qu'il y a une allusion aux travaux de la pragmadialectique de Van Emeren et de Grothendorst. Huitièmement, un instrument de la rationalité au service de l'action. Neuvièmement, des conclusions révisables. Et puis, onzièmement, et là encore, je saute le point 10, une réalité multimodale. Donc, ce sont des définitions complémentaires proposées par tout un tas de chercheurs qui renvoient vraiment à une approche très restreinte de l'argumentation basée sur des formes explicites et directes d'argumentation. Et puis, au milieu de ces 11 traits, il y a deux autres traits définitoires, le trait numéro 4 et le trait numéro 10, qui ne concernent pas l'argumentation à proprement parler, mais qui renvoient à la notion d'argumentativité, ce qui est très différent parce que c'est beaucoup plus large que la notion d'argumentation. Alors, cette première définition alternative, c'est la 4, l'argumentativité qui est une propriété de toute parole et de tout discours, y compris de paroles et de discours qui ne sont pas explicitement et directement argumentatifs, vous comprenez ? Elle est illustrée par Plantin d'après le point de vue structurel de Grise et de Ducrot. Je le cite, « L'argumentation est une parole schématisant le monde, un point de vue. Argumenter, c'est métaphoriquement orienter le regard. Dans cette perspective, l'argumentation n'est pas forcément un ensemble d'énoncés ordonnés à la Toulmin, et l'influence éventuelle n'est pas attachée à un type spécial de discours, ni à l'emploi de techniques discursives spécifiques. » Et il en va de même, au fond, pour la théorie de l'argumentation dans la langue, d'Anscombe et de Ducrot. Et Plantin ajoute que, d'un point de vue fonctionnel, dès lors que l'argumentation ne se définit plus comme une modification des représentations et des comportements,
alors on peut dire que la logique naturelle, la pragmatique généralisée font que n'importe quel énoncé, du type un énoncé informatif tel que « il est 8 heures » est argumentatif. Ça, c'est le point 4. De la même façon, le point 10 de Plantin renvoie à l'idée que l'argumentativité est une notion binaire ou graduelle. Et évidemment, binaire, on est dans quelque chose qui relève de l'argumentation directe ou qui ne relève pas de l'argumentation, et une argumentation graduelle, parce qu'à ce moment-là, on est dans des énoncés qui relèvent soit de l'argumentativité, soit de l'argumentation. Et il dit ceci: pour les théories généralisées de l'argumentation, la langue, c'est-à-dire les travaux de Ducrot, le discours, c'est-à-dire la conception de Grise, sont par nature argumentatifs. Pour les théories restreintes de l'argumentation, certains genres discursifs, le délibératif, l'épidictique, le judiciaire, ou plus largement certains types de séquences discursives, sont dits essentiellement argumentatifs et opposés à d'autres genres et d'autres types de séquences. Ces dernières définitions incitent à faire de l'argumentativité une notion binaire. Une séquence est ou n'est pas argumentative. Si on rapporte fondamentalement l'argumentation à l'activité langagière développée dans une situation où les partenaires défendent des positions contrastées, l'argumentativité d'une situation n'est pas une question de tout ou rien, on peut distinguer des formes et des degrés d'argumentativité. C'est toujours Plantin qui parle, et je continue à le citer. Une situation langagière donnée commence à devenir argumentative lorsque s'y manifeste une opposition de discours. Deux monologues juxtaposés et contradictoires, sans allusion à l'autre, constituent un diptyque argumentatif. C'est sans doute la forme argumentative de base. Chacun répète et reformule sa position. On peut aller ainsi au-delà de l'opposition entre formes narratives, descriptives ou argumentatives. Il est possible d'évaluer le potentiel argumentatif de deux descriptions ou de deux narrations contradictoires, à condition qu'elles soient présentées en support de deux réponses différentes à une même interrogation. La communication est pleinement argumentative lorsque la différence est problématisée en une question argumentative et que se dégagent les trois rôles de proposant, d'opposant et de tiers. Alors, vous voyez que ici, dans ce point 10, Plantin accorde un rôle central à la notion d'abord de texte essentiellement argumentatif, tout en intégrant à la réflexion l'hypothèse qu'il y aurait des formes et des degrés d'argumentativité avec la possibilité de textes essentiellement descriptifs ou essentiellement narratifs qui pourraient servir de support à une argumentation si ces textes descriptifs ou narratifs sont contradictoires et si on peut en problématiser une opposition. Et je crois qu'on a l'impression qu'au fond, Plantin s'ouvre à une extension de la notion d'argumentation, mais c'est une extension qui est discutable, enfin, qu'il faut d'ailleurs saluer d'abord, mais qui est discutable et problématique. Pourquoi est-ce qu'elle est discutable et problématique ? La première raison, c'est que Plantin survalorise son modèle, c'est-à-dire le modèle dialogal de l'argumentation, c'est-à-dire le point 5 que j'ai évoqué avec l'opposant, le proposant et le tiers. Prétendre que ce modèle antiphonique, c'est, parce que vous voyez bien que ça n'était qu'une des définitions parmi les 11 qu'il donne, et tout d'un coup ça devient la définition, le cœur de la définition de l'argumentation. Alors bien sûr, c'est ce sur quoi travaille Plantin. C'est tout à fait légitime, si vous voulez, de s'intéresser à cette dimension, mais postuler qu'elle serait le cœur, l'essence de l'argumentation, voilà qui mérite discussion, parce que comme ça n'est pas discuté, c'est affirmé au détour d'un raisonnement, on a là un coup de force argumentatif. Mais ce modèle, donc, c'est certainement une des formes d'argumentation, l'argumentation antiphonique, mais ça n'est pas le tout de l'argumentation. Et d'ailleurs,
ça repose sur l'idée, puisque Plantin travaille, et je suis dans un laboratoire où on travaille sur l'oral, mais tout le monde ne travaille pas que sur l'oral, il n'y a pas que l'oral dans la vie, il y a l'oral puis il y a l'écrit, la langue est ainsi faite. Prétendre que l'oral serait la vérité de la langue et que l'écrit serait secondaire par rapport à ces dimensions-là est hautement discutable. Prétendre qu'au fond la dimension dialogique dans les discours monogérés serait secondaire par rapport au discours dialogal dans lesquels l'opposant et le proposant sont en confrontation directe, en face à face, il me semble que c'est tout à fait discutable relativement aux conceptions de Saussure telles qu'on les mesure mieux aujourd'hui qu'on a publié tout un tas de travaux, les manuscrits de Harwar, les écrits de linguistique générale en 2002, etc., etc. Donc, il me semble qu'il y a là une première raison qui mérite discussion. La deuxième raison, qui est encore plus discutable et qui découle de la première, c'est que dire qu'une description ou qu'une argumentation n'argumenterait pas par elle-même, mais uniquement si, et seulement si, elles sont opposées et donnent lieu à des lectures contradictoires qui répondent à une même interrogation. Encore une fois, je comprends tout à fait ce que dit Plantin, je ne remets pas en cause que les conditions qu'il évoque peuvent donner naissance à une argumentation. Ce que je conteste en revanche, c'est leur caractère de conditions impératives. Je ne crois pas qu'il y ait besoin de juxtaposer deux textes contradictoires pour qu'il y ait argumentation. Si, d'ailleurs, on se reporte à la plupart des définitions, et je ne veux pas faire allusion ici aux définitions, si vous voulez, dont je me sens les plus proches. Je veux dire celle de Ducrot ou celle de Grise, parce que ce serait à la limite trop facile. Mais si on se rapporte aux définitions qui sont majoritairement reçues dans le champ de l'argumentation, celle de Perelman, celle de Toulmin, etc., si vous voulez, on voit qu'aucune de ces définitions ne dit rien sur la nécessité de la coexistence de deux thèses opposées qui répondent explicitement à une question problématique. Ça peut se faire, évidemment, quand on a thèse, antithèse, synthèse, mais on n'a pas besoin d'argumentation, on n'a pas besoin d'avoir ce phénomène pour qu'on ait une argumentation, puisque, je le rappelle, Perelman et Olbrecht-Iteka définissent l'argumentation comme, je les cite, l'étude des techniques discursives permettant de provoquer ou d'accroître l'adhésion des esprits aux thèses qu'on présente à son assentiment. Et de même, Doury définit l'argumentation comme un mode de construction du discours visant à le rendre plus résistant à la contestation. Toulmin, lui-même, ne dit pas qu'il est nécessaire que la thèse ou que la conclusion avancée intègre des contre-arguments. C'est bien évidemment possible, mais c'est souvent souhaitable, je n'en disconviens pas, mais si vous voulez, ça n'est pas une condition impérative et nécessaire. Donc, je maintiens que d'après les définitions les plus circulantes sur l'argumentation, il suffit que la thèse soit appuyée sur des données, les data, sur des règles, un warrant, autrement dit qu'on ait des prémices, des topoi, des arguments qui étayent la thèse pour qu'on ait argumentation. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire pour qu'il y ait argumentation qu'il y ait confrontation de points de vue ou confrontation d'arguments ou confrontation de thèses. En revanche, il faut que le point de vue, un point de vue et un seul, soit fondé par un étayage convaincant qui le rend plus résistant, comme le dit Doury, à la contestation, et donc, éventuellement, comme le dit Grise, qu'il s'appuie sur des schématisations qui sont conformes à la nature des choses, là encore, parce que cette conformité avec la nature des choses rend le discours plus résistant à la contestation. Et ça, c'est le propre des arguments qu'on dit monologiques. Mais il n'y a aucune raison de valoriser, bien sûr, d'un point de vue qualitatif, on peut dire qu'une argumentation dialogique ou dialogale est peut-être plus élégante, plus satisfaisante pour l'esprit eu égard à un certain idéal de l'argumentation, une certaine représentation démocratique de l'argumentation. Mais c'est faire fi
de définition tout aussi fondamentale de l'argumentation qui repose sur la mauvaise foi, les sophismes, les paralogismes, et au fond sur l'idée de convaincre son auditoire d'un point de vue, même si ce point de vue est relativement discutable eu égard à l'égard de tout un tas de valeurs rationnelles, démocratiques, mais c'est au principe même des définitions de l'argumentation. Je n'insiste pas là-dessus, mais on pourra y revenir. Donc mon but, il n'est pas de prétendre que l'argumentation indirecte est plus riche que l'argumentation dialogique ou dialogale ou que l'argumentation directe. Il est de dire que ces argumentations indirectes sont déjà des argumentations et, si vous voulez, il n'y a pas de raison de les éliminer de la réflexion, et y compris de la réflexion typologique et de la réflexion sur les définitions mêmes. Parce qu'il me semble dangereux d'avoir une définition en intention qui exclut tout un tas de pratiques extensionnelles de l'argumentation qu'on ne veut pas intégrer dans la réflexion parce qu'elles ne correspondent pas au modèle qu'on se donne ou qu'on considère comme le plus central. Donc, si vous voulez, je dirais d'ailleurs un dernier argument, c'est que si on s'appuie sur l'idée du paradoxe argumentatif, vous savez bien, qui est bien connu, qui consiste à dire que plus on argumente en faveur de A, plus on incite l'autre à trouver des contre-arguments qui vont nier A, on peut dire que le modèle de l'argumentation indirecte de Grise ou le mien qui argumente, ou de Ducrot, qui argumente sans paraître argumenter, c'est beaucoup plus efficace parce que à partir de ce moment-là, on ne met pas en situation le récepteur de contre-argumenter, puisqu'il y a là quelque chose qui apparemment n'est pas une argumentation, qui est conforme à la nature des choses, et qui, comme dit Grise, fait que le co-énonciateur ou le destinataire va inférer de ce que vous dites un certain nombre de règles qui relèvent de règles argumentatives, et il ne va pas les remettre en cause parce que ces règles, il les tire de lui-même. Alors, ce qu'on tire de soi-même comme argument, on ne va pas le contester, tandis que si c'est l'autre qui nous propose ces règles, et en réalité, souvent, on comprend que ce qui est proposé nous est imposé, on est tenté de le réfuter. Alors, je sais bien que cet argument est limite de la mauvaise foi, un peu, si vous voulez, sur ce plan-là, mais ce que je crois, c'est que la conception de Plantin est locuterocentrée, qu'elle est verbocentrée, qu'elle n'accorde pas assez d'importance au point de vue des récepteurs, au point de vue de la construction des argumentations, qui est certes opérée par les contraintes du texte et les instructions du texte, mais quand même qui provient aussi des choix de parcours des destinataires, évidemment sur la base des instructions du texte. Donc, il me semble qu'il y a là quelque chose qui mérite d'être discuté. De plus, si vous voulez, je dirais que Plantin, lorsqu'il discute des relations entre argumentativité et argumentation, il s'appuie sur fondamentalement, mais tout le monde fait comme ça dans le domaine de l'argumentation restreinte, il s'appuie sur la nature des textes, des discours, sur la nature des conduites discursives, et donc il va opposer une nature argumentative, donc des textes qui par nature sont argumentatifs, à d'autres qui ne seraient argumentatifs que par leur fonction. Et si vous voulez, il me semble qu'il y a une tension entre la nature et la fonction. Parce qu'on sait bien que des mots qui sont par nature argumentatifs n'ont pas toujours une fonction argumentative. Parce que la plupart des mots de la langue sont polyvalents. Donc, à partir du moment où on distend le lien entre nature et fonction, l'argumentation qui consiste à
fonder sa conception de l'argumentation sur une nature argumentative, elle est fragile. Elle est fragile. Et si vous voulez, je crois que il y a là quelque chose qui mérite discussion, mais j'y reviendrai. En tout cas, cette opposition entre des textes qui seraient argumentatifs par nature et qui conjoindraient nature et fonction, et d'autres qui ne seraient que par une fonction argumentative qui ne s'appuierait pas sur la nature argumentative des textes, alors c'est une opposition qui à la fois est intéressante à prendre en compte, parce qu'effectivement ce n'est pas du tout le même fonctionnement sémiotique. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut intégrer dans le domaine de l'argumentation que les travaux qui s'appuient sur une nature en relation étroite avec la fonction. Moi, ce que je dirais sur cette question-là, c'est que, bien sûr, je ne vais pas me faire l'avocat du diable, les conceptions de l'argumentation qui reposent sur la conception restreinte avec l'argumentation directe sont au cœur de l'argumentation. Elles correspondent à la représentation prototypique que l'on se donne de l'argumentation depuis des millénaires. Il ne s'agit pas de contester des évidences pareilles. Mais toute la question, c'est celle des relations entre ce qui est au cœur d'un modèle et ce qui est sur ses marges. Et la deuxième question, c'est de considérer, parce que bon, il y a évidemment une représentation au cœur qui est prototypique. Et puis, on peut s'éloigner de cette représentation prototypique et on est de proche en proche aux marges du système. Mais je veux bien concevoir que la conception de l'argumentation qui s'appuie sur une argumentation indirecte est aux marges. Mais aux marges, ça reconnaît que la prototypie n'est pas celle-là, mais en marge, ça ne veut pas dire que cette représentation soit marginale. Ça ne veut pas dire qu'elle soit secondaire. Ce n'est pas du tout la même chose. Et ça ne justifie pas que ces travaux qui travaillent sur les marges soient marginalisés. Il y a là quand même un coup de force qui me semble absolument discutable. Je n'en dirai pas plus sur ce point-là, et j'en viens à un deuxième point du débat, qui est donc à côté de cette tension, vous voyez, qui est une vraie tension. Hein, la tension argumentation-argumentativité, c'est une vraie tension. Mais puisque c'est une vraie tension, autant la traiter complètement plutôt que de valoriser un pôle de la tension au détriment du deuxième. Parce qu'on perd beaucoup de choses en refusant de penser cette tension. Deuxième phénomène, c'est l'approche, un conflit immémorial qui traverse toute la linguistique entre des approches sémasiologiques et onomasiologiques. Donc épistémologiquement, si vous voulez, les approches sémasiologiques qui s'appuient sur des signes sont au cœur des conceptions restreintes et elles sont valorisées par tout le travail d'objectivation de la linguistique parce qu'ils s'appuient sur des marques. Et les conceptions élargies sont toujours connotées négativement. Et donc, il y a là, au fond, l'idée que seule l'approche sémasiologique serait légitime en linguistique. Je rappelle que ça n'est pas du tout ce qu'écrit Saussure. On ne va pas faire de Saussure un dieu, mais je le cite parce qu'il me semble dire, d'un point de vue épistémologique, des choses absolument fondamentales. La première des choses que dit Saussure, c'est qu'il est légitime de s'intéresser, de travailler sur la langue. À partir de n'importe quel point, on peut s'intéresser à la langue, du point de vue du lexique, de la syntaxe, de la morphologie, d'un point de vue sémasiologique, mais aussi d'un point de vue onomasiologique, c'est-à-dire quand il y a des idées et que ces idées s'expriment par des formes qui ne sont pas les marques traditionnelles de l'approche sémasiologique. Mais, dit Saussure, les deux points de vue sont légitimes. Ce qui n'est pas légitime, c'est de partir de l'approche sémasiologique et de ne pas s'ouvrir à l'approche onomasiologique, et réciproquement, de partir de l'approche onomasiologique et de ne pas s'ouvrir à l'approche sémasiologique qui, évidemment, sert le rôle de restriction et de vérification des marques. Et donc, je crois que là-dessus, c'est un vrai débat. L'argumentation, c'est d'abord
un schème cognitif qui organise la séquence argumentative, et ce schème cognitif, il faut bien le reconnaître, il se rapproche de la structure syllogistique. Et dans ce cadre-là, il y a beaucoup de marqueurs de l'argumentation, mais Marianne Doury reconnaît dans son petit ouvrage c'est un très bon ouvrage de manualisation de la notion d'argumentation, elle reconnaît dans le chapitre 6, qui s'intitule « Inventaire raisonné des marques langagières de l'argumentation », que 1. Le répertoire qu'elle donne est inachevable, 2. Que les marques ne sont pas monovalentes, 3. Ça c'est moi qui le dis, elle ne va pas jusque-là, ces marques n'entrent pas dans un véritable système de l'argumentation au sens où, par exemple, il y a un système de l'énonciation pour les marques que Benveniste range dans ce système. Et puis, il faut bien le reconnaître, parler de marques, si vous voulez, c'est quelque chose qui mérite d'être regardé toujours très attentivement parce que, par exemple, Doury alterne l'emploi du terme de marque avec celui de marqueur. Et souvent, on considère que marque et marqueur, c'est la même chose. Or, je crois que ça n'est pas la même chose, parce que employer le terme de marqueur, ça a l'inconvénient de masquer des différences réelles entre des marques qui sont pleinement grammaticalisées, qui sont lexicalisées, éventuellement qui sont pragmaticalisées. Et déjà, ces marques n'ont pas le même statut, avec des marqueurs qui sont au début d'un processus de lexicalisation, de grammaticalisation, de pragmaticalisation. Et puis, ça gomme le fait que des marqueurs, ça peut correspondre soit à des marques conventionnelles, ça peut correspondre aussi à des indices qui ne correspondent pas à des marques conventionnalisées. Et d'ailleurs, regardez, pour bien comprendre à quel point ces questions sont compliquées, Doury dit qu'une expression telle que « soyons logiques en étendant le raisonnement », Doury dit « c'est un marqueur de l'argumentation par l'absurde ». Alors, elle dit ça, page 162, c'est tout à fait vrai que dans certains cas, dans un contexte polémique ou ironique, si vous voulez, on peut avoir ce genre de choses. Mais je pourrais dire dans un autre contexte, soyons logiques, suivant la leçon de Kant, en étendant le raisonnement comme le propose Darwin, et je ne suis plus dans le cadre de marqueurs qui renvoient à un raisonnement par l'absurde. Absolument pas. Donc vous voyez, les choses sont compliquées. Et puis, il faut bien le dire encore, Doury, il recense premièrement des marques et opérateurs argumentatifs. Deuxièmement, des expressions qui annoncent tel type d'argument. Troisièmement, le lexique avec des termes méta-argumentatifs, notamment les désignateurs. Quatrièmement, des marques multimodales. Et si vous voulez, ce qu'il faut quand même reconnaître, c'est qu'elle met l'accent, en les citant en premier, sur les connecteurs, tout en disant qu'il y a une tendance fâcheuse à survaloriser le rôle des connecteurs et qu'on n'a pas toujours des argumentations avec des connecteurs. C'est vrai qu'on peut s'en passer, mais en tout cas, si vous voulez, si on prend en compte la plurivalence des marques, si on prend en compte le fait que derrière la notion de marqueur, il y a des marques et puis il y a aussi des indices, alors l'aspect très solide des approches sémasiologiques est un peu sapé, parce que, au fond, on ne voit pas quelle est... Enfin, si, on comprend bien, ce qui est le cœur et l'avantage du système, c'est d'avoir des marques conventionnelles. Mais dès qu'on sort de marques conventionnelles, qu'on est dans des processus de lexicalisation, grammaticalisation, etc., dès qu'on est dans des indices, eh bien, on sort du socle très solide des certitudes, et ça affaiblit la position sémasiologique. Et puis, il faut bien le dire, si on considère que parmi les marques, il y a non seulement des marques conventionnelles, mais il y a des indices, c'est exactement ce qui se passe dans l'argumentativité indirecte qui peut s'appuyer sur l'idée qu'il y a argumentation, même s'il n'y a pas les termes de l'argumentation, parce qu'on a là des marques, sauf que ce sont des indices. Ce sont des indices. Alors là, dans ces conditions, ce qui peut permettre de tenir un discours rationnel, c'est de voir que ces indices,
il joue un rôle congruent parce qu'il y a des co-occurrences de marques, des congruences qui produisent un certain effet. Mais donc, il y a bien une attention aux marques, sauf qu'elles ne s'appuient pas sur les mêmes mécanismes. Voilà ce que je voudrais dire, parce que ça fait 35 minutes et que j'avais calculé, j'avais prévu que ça devait durer 31 minutes. Donc ça fait déjà 4 minutes de trop. Donc je coupe. C'est du sérieux ici, hein. Je travaille. Je demande que le temps où je bois soit décompté de mon temps de parole. D'accord, parfait. Bien. Donc j'en viens maintenant, après avoir, si vous voulez, dit que là, il y a ce sont des débats épistémologiques sérieux, hein, ces questions, si vous voulez, et ça nourrit, ça devrait nourrir un débat entre tenants de l'argumentation directe et indirecte. Et je constate que ce débat, il n'existe pas. Moi, je suis prêt à le tenir, mais ceux qui sont les tenants de l'argumentation directe refusent de le tenir. C'est dommage, je constate. Alors, j'en viens maintenant, je prends un exemple, qui est celui que prend Plantin, la fable du loup et l'agneau, qui est un texte absolument merveilleux. Je pense que vous le connaissez, bien sûr, il est traduit. Et vous voyez mon titre, argumenter dans et par un seul récit. Alors évidemment, il y a une façon très polémique. Hein, je dis, ça argumente dans et par un seul récit. Donc pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir deux récits contradictoires pour qu'il y ait argumentation, puisque un récit suffit pour argumenter. Hein, et évidemment, ça s'appuie sur une dimension dialogique qui échappe totalement à Plantin, tellement il est obnubilé par la dimension dialogale. Ça, je ne peux pas lui vouloir de s'intéresser à la dimension dialogale, mais ce n'est pas parce qu'on s'intéresse à la dimension dialogale qu'on doit négliger la dimension dialogique. Et surtout, ce qui est au cœur de mon travail, puisque j'ai déjà utilisé le terme d'inférence, j'avais présenté, tout mon travail sur le point de vue repose sur des inférences, sur cette logique inférentielle, et ici sur un modèle qui n'est pas le modèle de la déduction syllogistique, qui n'est pas non plus celui de l'induction, mais qui est celui de l'abduction. Alors je rappelle que l'abduction, il y a des définitions très, très, très différentes, mais au fond, en gros, on va dire qu'il y a une convergence dans l'idée que l'abduction s'appuie sur une inférence qui remonte des faits à leur cause de façon probabiliste, ce qui permet de faire la distinction entre l'abduction et l'induction qui, si vous voulez, va du particulier au général. Donc il y a une ambition, si vous voulez, scientifique plus grande, et qui fait bien sûr la différence aussi entre l'abduction et ses inférences probabilistes par rapport aux inférences universelles qu'on tire de la logique syllogistique. Alors, si vous voulez, je vais dire que l'exemple que prend Plantin et que je vais contester, ça me semble avoir une portée méthodologique générale, et pour essayer d'avancer un peu plus, il faut que je rappelle brièvement mon cadre théorique. Donc, je pense que tout le monde sait, je suis spécialiste de l'énonciation, spécialiste aussi, je m'intéresse au phénomène d'effacement argumentatif. Ma thèse d'habilitation, ma deuxième thèse pour devenir professeur, s'appelait effacement argumentatif, énonciatif et argumentation indirecte. Donc, cette idée que même quand il y a un effacement de la présence, de la subjectivité, manifestation du locuteur, il y a dans des discours qui semblent s'écrire par impersonnalisation et renvoyer à la nature des choses, des formes qui sont des formes de déjà-là d'argumentation. Et je m'appuie aussi sur le point de vue, cette idée que dans toute prédication, le choix des mots, le choix de l'ordre des mots permet non seulement de construire la dénotation du discours, mais permet souvent de construire le fait que dans le même temps que le locuteur parle du monde, il fait entendre son point de vue sur ce dont il parle, et éventuellement, il peut parler, en parlant du monde, il peut parler d'autres locuteurs, d'autres sources, et leur attribuer des points de vue sans les faire parler, sans leur faire exprimer des argumentations, ni même des opinions, tout simplement parce qu'ils adoptent leur perspective descriptive ou informative ou narrative, et que les choix qui sont opérés sont certes faits par le locuteur, mais en réalité ils renvoient par une reconstruction cognitive et empathique au choix et à la subjectivité de l'énonciateur second, même s'il ne parle pas, encore une fois.
Donc, au fond, je m'appuie sur une théorie de Ducrot que j'ai un peu étendue et discutée par un certain nombre d'aspects, mais je ne développe pas davantage. Je citerai pour dire à quel point, si vous voulez, il me semble que le travail de Plantin est discutable et dans le même temps fait écho à des phénomènes qui alimentent la thèse que je défends, mais qu'il ne traite pas jusqu'au bout. Je vais prendre 2-3 exemples comme ça. Plantin cite dans une entrée du dictionnaire qui est consacrée à l'indice et à l'argumentation indiciaire. Vous voyez, il cite un extrait. « De là-haut, on domine les lignes ennemies comme d'un balcon. Le sergent qui ne les quitte pas des yeux connaît maintenant leurs habitudes, sait d'où ils viennent, où ils vont. » Alors c'est pendant un texte, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Là, non, Première Guerre mondiale. Là, montre-t-il du doigt, ils creusent une sape. Regardez la terre remuée. Cette maison grise, ils l'ont certainement bétonnée. Vous remarquez l'embrasure et cette tuile déplacée. Les travailleurs en ce moment s'occupent surtout par là. Ce matin, j'en ai compté 60 qui revenaient du chantier, avec des lampes, donc ils piochent dessous. Alors vous voyez, c'est un texte purement descriptif, mais il y a un observateur interne, un personnage qui est un observateur interne et qui fait tout un tas d'inférences et d'abductions. Et si vous voulez, on voit bien que là, c'est un exemple qui correspond pleinement à ma théorie du point de vue, et deuxièmement, qui correspond pleinement aux inférences abductives qui s'appuient sur des indices. Et on aurait pu penser, puisque Plantin est bien conscient qu'il y a ce genre de phénomène, que cette dimension aurait mérité d'être discutée au fond des choses. Et il ne le fait pas. Et pourtant, il va jusqu'à dire, c'est quand même extraordinaire, il dit, page 34 de son bouquin, « Mieux que comme une forme bâtarde de déduction ou d'induction, l'argumentation gagnerait à être pensée comme une forme d'abduction. » Moi, je souscris dès demain. Sauf que ce que je constate, c'est que Plantin dit ça, mais il fait tout autre chose que ce qu'il dit, puisqu'il nous dit c'est génial, cette voix, mais il ne se confronte pas à elle. Parce que, bien évidemment, elle remet en cause son modèle. Pas totalement. Mais elle remet en cause, non pas son modèle, mais la prétention qu'il a à ériger son modèle en quelque chose qui est le cœur d'eux et à rejeter sur les marges comme quantité négligeable, ce qui ne correspond pas. Donc pourtant il dit que ça devrait, parce qu'il dit l'argumentation gagnerait à être pensée comme une forme d'abduction, pas l'argumentativité, l'argumentation. Alors si on prend au sérieux ce genre de choses, eh ben, il faut aller jusqu'au bout et il faut remettre en cause tout ce qu'il a dit antérieurement. Lui et d'autres d'ailleurs, hein, je dialogue un peu vivement avec Plantin, mais si vous voulez, vous voyez bien qu'il y a un vrai problème. Bon. Donc c'est en écho à tout ça que je vais proposer une étude. Alors, pour vous dire, Plantin réfléchit sur cette question et cite la fable du loup et l'agneau par rapport à l'idée et à la forme d'argumentation qui est l'argumentation par les faits, qui suppose donc l'évidence des faits et qui suppose un double effacement du discours qui correspond d'une part à l'effacement de la personne qui rapporte le fait et d'autre part à la personne qui établirait le lien entre probant et prouvé. Et Plantin, donc, commence par citer la morale. La raison du plus fort est toujours la meilleure, nous l'allons vérifier tout à l'heure, et il ne la commande pas, puis il évoque la situation initiale, le reproche adressé par le loup à l'agneau, il affirme que le délit est présupposé, ce qui est une erreur, parce que tu troubles mon breuvage, c'est pas une présupposition, c'est posé, et ce qui est présupposé, c'est que le breuvage lui appartient, mon breuvage, c'est-à-dire que le ruisseau lui appartient. Hein, c'est ça qui est présupposé. Et donc, Plantin souligne que la justification de l'agneau, c'est-à-dire tout le discours par la bonne foi et par les faits, des vers 10 à 17, manque son objet, puisque cette argumentation rationnelle de bonne foi, par les faits, est suivie d'une condamnation.
Et si vous voulez, il conclut, au vu de l'histoire, que, je le cite, les bonnes raisons ne déterminent pas le cours de l'histoire, et donc on conclut, dit-il, que les bonnes raisons ne déterminent pas le cours de l'histoire. Alors pour ma part, donc il entérine la morale. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Il considère que la fable ne fait qu'illustrer cette morale, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Or, je trouve que cette conclusion et cette thèse, c'est une thèse qui est démontrée par le récit qui est rapporté. Cette thèse, si vous voulez, c'est l'interprétation générale qu'on fait de cette fable. La raison du plus fort est toujours la meilleure, c'est toujours le plus fort qui l'emporte. Cette thèse me semble être un contresens, et je vais essayer de le montrer. Pourquoi ? Premièrement, c'est qu'il y a un premier degré de problématisation. D'abord, si on prend en compte le fait que ce qu'on appelle la morale, en fait la moralité, eh bien cette moralité, elle illustre une situation immorale. Parce que le loup c'est le méchant, l'agneau c'est le bon, et c'est quand même le méchant qui est le plus fort, bien évidemment, qui l'emporte. Ce qui est quand même tout à fait discutable. Le deuxième fait, ça s'appuie sur l'idée que cette morale, elle tient pour nul le recours à la preuve par la vérité des faits. Or, je crois que ce n'est pas du tout ce que cherche à montrer le fabuliste. Et le fabuliste ne cherche donc pas à nous montrer que la raison du plus fort est toujours la meilleure, ou plus exactement, il cherche à problématiser cette morale-là. Et l'idée, c'est pas de dire la raison du plus fort est toujours la meilleure. L'idée, vu la façon dont le texte est écrit, dont la narration présente l'histoire, c'est de réfléchir sur les conditions d'action pour lesquelles la raison du plus fort peut être soit celle du plus fort qui est injuste, soit celle des justes qui ne sont pas les plus forts, mais qui devraient réfléchir pour devenir plus forts. En tout cas, il y a là, si vous voulez, un vrai débat, parce que La Fontaine écrit après Pascal, La Fontaine est libertin, et Pascal, dans un fragment célèbre des Pensées, avait dit, entre autres, je résume le passage, « Ne pouvant faire en sorte que ce qui est juste fût fort, on a fait en sorte que ce qui est fort fût juste. » Donc, comme les justes sont faibles, ils n'exercent pas le pouvoir, et ceux qui exercent le pouvoir, qui sont forts de ce fait-là, et qui ne sont pas justes, eh bien, ils maquillent leur domination en l'habillant d'une apparence de justice. C'est ça le débat, je crois, qui était très saillant à l'époque de La Fontaine. Et si vous voulez, il y a là quelque chose qui est évoqué dans la fable, cette question d'un rapport autre. Parce qu'à un moment, le loup évoque les frères de l'agneau, ses maîtres et leurs chiens. Il dit à un moment, si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Et puis il poursuit, vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers, vos chiens. D'accord ? Donc ici, en creux, le loup donne à entendre qu'il y a potentiellement une coalition possible de tous ces personnages qui jouent un rôle absolument fantomatique sur l'espace de la fable. Ils sont mentionnés dans le discours du loup, pas du tout dans le discours de l'agneau. Mais que le loup les mentionne, c'est lourd de signification, et ça laisse entendre au fond que si ces forces se coalisaient, eh bien, l'agneau pourrait être plus fort, il aurait pu aller boire, mais il a oublié que quand on est faible et seul, on ne va pas boire tout seul. En revanche, s'il était allé boire avec les bergers, les chiens, le loup n'aurait peut-être pas eu les conditions favorables pour l'agresser et le manger. Donc, il s'agit de réfléchir à autre chose, et de ce point de vue, ça renvoie à une problématisation de la morale. On sait très bien que La Fontaine est un auteur très polyphonique, très ironique,
une problématisation de la morale qui consiste à dire, oui, la raison du plus fort est la meilleure, mais ça ne dit pas qui est le plus fort. Est-ce que ce sont les méchants qui seront toujours les plus forts, ou est-ce que les bons, les faibles, ne peuvent pas s'unir pour, à un moment, faire coalition, l'union faisant la force, et devenir plus forts que les méchants? Donc la raison du plus fort ne dit rien. Et donc, si vous voulez, Plantin entérine une conception, si vous voulez, fixiste du rapport de force, là où moi je dis le rapport de force, c'est une construction. Alors évidemment, je le dis avec mon expérience, mes conceptions du monde, ma vision relativement marxiste des relations humaines, et vous allez me dire, oui, mais La Fontaine n'était pas marxiste. Je reconnais, ça n'est pas un scoop, La Fontaine n'était pas marxiste. Mais cette conception, elle a été exprimée, certes, par des marxistes, je pense notamment à des petites histoires de Bertolt Brecht, de M. Koiner, mais en réalité, elle a été exprimée par quelqu'un qui n'était pas marxiste non plus, et qui s'appelle Tite-Live. Et elle a été exprimée par quelqu'un qui n'était pas marxiste non plus, qui s'appelle Corneille, et qui, dans les Horaces, raconte comment le combat des Horaces et des Curiaces, 3 Horaces contre 3 Curiaces, et si vous voulez, assaut, les Romains, des 3, il y en a 2 qui meurent, il reste 3 guerriers d'Albe, et donc on pense que Rome va périr, et à ce moment-là, le Romain qui reste se met à fuir, il court. Alors tout le monde dit il fuit, donc c'est sûr les autres ont gagné. Et il fuit parce qu'il avait remarqué que parmi les Curiaces, il y en avait 2 qui étaient blessés. Un très gravement, l'autre moyennement, puis l'autre était en pleine forme. Alors comme il fuit, les 3 Curiaces lui courent après, mais celui qui est très blessé, il n'arrive pas à courir, celui qui est moyennement blessé non plus. Donc au bout d'un moment, il se retourne, et là il est 1 contre 1. Il le tue, c'est un combat 1 contre 1. Et puis il continue à courir, celui qui est vraiment très blessé est hors jeu, l'autre arrive à le rejoindre, et puis il tue le deuxième 1 contre 1. Et puis ensuite il va derrière le troisième, et il le tue 1 contre 1. C'est-à-dire, vous voyez, cette idée qu'on a un rapport de force figé de toute éternité, non, parce que même quand on est à 3 contre 1, si on est intelligent, qu'on sait profiter de la situation, on peut modifier les choses. Donc, il me semble qu'il y a là une lecture polyphonique et problématisante de la morale, qui fait que, si vous voulez, l'idée que la fable entérinerait l'avantage définitif des puissants, qui sont en plus injustes, c'est une morale désespérante, et ça n'est pas la morale de La Fontaine, qui est, encore une fois, qui appartient au camp des libertins, mais de toute façon, peu importe l'histoire littéraire. Hein, on n'est pas forcé de connaître Tite-Live, Corneille, etc. On lit le texte. Et alors, quand on lit le texte, parce que je vois que, évidemment, le temps passe, donc je n'aurai pas le temps de tout lire, mais tout vous dire, mais comme le texte est publié le 16 avril, vous allez pouvoir regarder ça très tranquillement. Il y a plein de choses très significatives sur le plan des plans d'énonciation, énonciation de discours, énonciation théorique, présent de narration, je passe. En revanche, je voudrais renvoyer à l'idée, alors je passe aussi sur une dimension qui est que dans le texte, il y a des énoncés qui ont une apparence de proverbialité, du type « comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né », les vers que je vous ai cités tout à l'heure, et qui, au fond, montrent que ces énoncés proverbiaux, ils sont en tension, voire en contradiction avec le vers initial, la raison du plus fort est toujours la meilleure, et donc ça incite à ne jamais prendre pour argent comptant ce que dit le fabuliste, et surtout à comprendre qu'on peut interpréter cela d'une façon très différente. Donc ça aussi je passe. Je voudrais m'arrêter brièvement sur la question de l'éthos. Alors, sur la question de l'éthos, je ferai remarquer, parce qu'il me reste, grâce à ça, il me reste 5 minutes. 5 minutes. Alors, 5 minutes. Le temps. Oui, d'ailleurs... Je suis gentille. Non, je vais faire remarquer la question, si vous voulez. Vous voyez bien 2 choses. Je laisse de côté l'analyse de l'éthos du loup, et je laisse de côté l'analyse du fait que le loup, l'argument de mauvaise foi, et Plantin dans son explication se dit mais pourquoi le loup argumente, ça ne sert à rien puisqu'il va le manger.
je pense qu'il passe à côté d'un phénomène fondamental, c'est que même quand on est fort, on a toujours envie, et qu'on sait qu'on va commettre une injustice, on a toujours envie de maquiller son injustice en un acte juste. C'est pas pour rien si les dictatures font des procès, si elles obligent des gens parfaitement innocents à la cérémonie des aveux, etc., etc. Il s'agit d'un cérémonial absolument nécessaire parce que même quand il y a abus de la force, on n'ose pas le faire d'une façon nue et brutale, tout simplement parce qu'on veut que son pouvoir se perpétue. Et ainsi, il y a tout un travail idéologique sur cette question. Non, je vais m'arrêter sur l'éthos de l'agneau et l'éthos du fabuliste. L'éthos de l'agneau, les choses quand même fondamentales, c'est que on voit bien que le narrateur prend ses distances avec le loup, dit cet animal plein de rage. Vous voyez bien, hein, tout le discours attributif autour de... Il y a des embryons descriptifs qui axiologisent négativement le discours du loup. En revanche, pour l'agneau, alors il y a tout un tas de choses très positives, parce que l'agneau manifeste un ethos poli, respectueux, malgré son infériorité sociale, il est dans une position basse, il fait preuve d'une grande intelligence et d'une aptitude à s'appuyer sur les faits, et si vous voulez, ça c'est très positif, mais ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a nulle part de manifestation de connivence entre le fabuliste et l'agneau. Il y a une distance qui est explicitée entre le fabuliste et le loup, mais il n'y a pas de connivence entre le fabuliste et l'agneau. Pourtant, l'agneau, on a tout de suite envie de s'identifier à lui, parce que c'est l'innocent, parce qu'il est faible, parce qu'il parle bien. Mais si vous voulez, il n'y a malgré tout pas de proximité et pas de consonance explicite, parce que je crois que c'est toutes les qualités que j'ai évoquées chez l'agneau. Il y a un moment où, à force de discuter, elle se retourne contre lui. Ça ne sert à rien de discuter avec quelqu'un qui est de mauvaise foi. Vous ne faites que lui donner des arguments supplémentaires. Il n'est pas à un détail près. Donc l'acharnement à se défendre, il est tout à fait contre-productif. Et au fond, l'agneau n'a pas bien diagnostiqué la situation. Il est un peu présomptueux, un peu naïf aussi. Il croit que parce qu'on a raison, ça va suffire pour avoir une position haute dans la société. Et bien sûr, sans compter le fait qu'il a négligé toutes les conditions prudentielles que j'ai évoquées, de ne pas être seul face au grand méchant loup. Par conséquent, si vous voulez, on peut dire que il n'y a pas de consonance, et plus ça va, certainement, plus la mise en scène, mais le narrateur ne dit rien à cet égard, mais c'est à nous d'interpréter la mise en scène d'une forme de distance devant quelqu'un qui est trop présomptueux et trop naïf à continuer à discuter, là où la seule chose à faire serait été de, comme on dit en français, de se tailler, de fuir, parce que c'est trop dangereux. Mais bon, évidemment, le loup court plus vite que l'agneau, donc de toute façon, il ne fallait pas aller boire tout seul. Voilà. Deuxièmement, pour le fabuliste, eh bien, encore une fois, ce fabuliste, il ne prend pas explicitement fait et cause pour l'agneau, mais il a un ethos réflexif parce qu'il construit une situation et il montre une situation. Il ne démontre rien. C'est à nous d'interpréter selon une logique inférentielle et abductive. Mais ce qui est, au fond, montré, est sans doute ce qui, par la logique abductive, devient une leçon, c'est qu'il est dangereux, qu'il est mortel d'oublier, pour l'agneau comme pour le lecteur, la loi d'airain des rapports de force. Et le fait que, quand on est faible, on ne doit pas affronter seul un ennemi qui est plus fort que vous, sauf à ses dépens. Par conséquent, s'il y a un ethos du fabuliste, c'est un ethos de sagesse ou de perspicacité, si vous voulez, qui invite à problématiser le rapport au passé, problématiser la question des rapports de force, et au fond, cette idée que c'est une grande leçon, y compris de la philosophie grecque,
c'est que il y a un moment propice pour argumenter, et puis il y a un moment où il n'est pas propice d'argumenter, et au fond c'est ce qu'on appelle le kéros. Et sur ce plan-là, eh bien, l'agneau manque de la plus élémentaire forme de prudence. Je vous rappelle que la prudence, la phronésis, c'est une des qualités fondamentales de celui qui doit argumenter rationnellement. Donc, il me semble ici qu'on a là une leçon qui est tout à fait différente, qui n'entérine pas le proverbe par la nature des faits, par une conception d'une argumentation par la nature des faits qui est désespérante, parce qu'elle s'appuie sur l'idée que les puissants ont toujours raison, puisque la mise en discours que j'opère, elle rend sensible le fait que si les rapports de force sont toujours déterminants, en revanche, la façon de construire les rapports de force peut faire bouger les relations de place, et celui qui est en haut peut devenir en bas, et celui qui est en bas peut devenir en haut. À partir de là, il me semble que, rapidement, parce que si vous lisez mon analyse, elle rentre dans beaucoup de détails, et je vous prie d'excuser la façon un peu cavalière avec laquelle je résume, mais c'est pour être dans les temps, parce que je suis martyrisé par Grassa. Donc, si vous voulez, je dirais, si on veut bien accorder à la petite expérience que je veux faire un statut théorique plus général, il me semble qu'on peut proposer une définition plus complexe de l'argumentation. Alors, ma conception des choses, ça n'est jamais de jouer une chose contre une autre, sauf si on est devant des erreurs évidentes, etc., mais d'articuler des théories, des approches qui me semblent complémentaires et qui permettent une saisie du réel dans toute sa complexité. Et à partir de ce moment-là, c'est un hommage que je fais à quelqu'un qui a joué un rôle fondamental dans le renouveau des études sur l'argumentation, donc je vais citer la définition, et très accueillante et très formidable, parce qu'elle n'est pas que sémasiologique, elle est onomasiologique. C'est celle de Perelman et d'Olbrecht-Iteka. Et je dirais ceci, en reprenant ce qu'ils disent, mais en y ajoutant ma petite contribution. L'objet des théories de l'argumentation est l'étude des techniques discursives permettant de provoquer ou d'accroître l'adhésion des esprits aux thèses ou aux visions du monde qu'on propose à leur assentiment. Ces techniques discursives peuvent être de deux ordres. C'est là où j'adhère. Les premières, je dis les premières, là où les autres disaient les seules. Je dis les premières. Les premières reposent sur des moyens logiques, le plus souvent déductifs, qui étayent le raisonnement par des arguments en appui sur des prémices vraisemblables, appropriées à l'auditoire, et que ne dément pas la conduite langagière de l'orateur. Les deuxièmes, c'est là où j'apporte ma contribution, consistent à provoquer et recueillir l'assentiment sans paraître argumenté, dans des genres qui ne relèvent pas de l'argumentation au sens où ils n'utilisent pas les techniques précédentes, par exemple en recourant aux faits bruts ou aux émotions brutes, à la nature des choses, alimentant des processus inférentiels et abductifs, laissant au destinataire direct ou indirect la charge de conclure. Et c'est sur cet essai de redéfinition que je m'arrête là. Et que je salue Daniel van der Wecken. Un grand merci et maintenant on va ouvrir l'espace pour les collègues qui veulent poser des questions, faire des interventions. Daniel. Je vous remercie de l'excellente conférence sur l'argumentation. J'ai quelques questions à poser à un spécialiste éminent de l'argumentation. Moi, j'approche l'argumentation avec la théorie des tables de discours. Bon. Ce qu'il y a, c'est que au départ, la théorie des actes du discours concernait seulement les actes illocutoires de premier niveau qui sont accomplis à un moment par un locuteur individuel.
comme les assertions, les questions, les demandes, les ordres. Maintenant, elle s'intéresse aussi au discours. Donc, certains discours sont des actes illocutoires de deuxième niveau. Souvent, il y a plusieurs protagonistes, donc c'est conjoint. Et évidemment, ça dure un certain temps. Il y a une suite d'énonciations consécutives. Bon, alors là, on peut s'intéresser au discours argumentatif. C'est bien des actes illocutoires de second niveau. Quand on utilise l'appareil conceptuel de la logique illocutoire, la typologie des discours en jeu, pour analyser les discours argumentatifs, et il y en a énormément de discours argumentatifs. Premièrement, on remarque qu'il y a des discours argumentatifs avec des objectifs conversationnels différents. Il y a des argumentations théoriques en faveur de la vérité d'une thèse, mais il y a aussi des argumentations pratiques en faveur d'un plan d'action où on délibère comment agir. Alors, donc on distingue deux objectifs conversationnels, le descriptif et le délibératif, qui ont des directions d'ajustement différentes, des mots aux choses ou des choses aux mots. Et j'ajouterais, il y a même des discours argumentatifs déclaratoires avec la double direction d'ajustement, où on fait des choses avec des mots. Je pense aux délibérations de jury lors un procès, puisque les délibérations de jury, quand elles sont bien poursuivies, arrivent à un verdict, et là, les jurés déclarent que selon eux, l'accusé est innocent ou coupable après avoir argumenté. Donc, ma première question, c'est, vous êtes bien d'accord qu'il y a des argumentations théoriques et pratiques avec des objectifs linguistiques différents. Parfois, j'ai l'impression, sans doute à tort, que les spécialistes de l'argumentation ne s'intéressent qu'à l'argumentation théorique, en faveur de la vérité de certaines thèses, et qu'ils délaissent les argumentations pratiques. Hein? Ah bon. Alors, deuxième question. Que l'argumentation soit théorique ou pratique, selon l'appareil conceptuel de la logique illocutoire, il y a des types discursifs qui sont différents parce qu'ils ont des modes différents d'atteinte de leur but conversationnel. D'après la typologie du discours, et je pense que ça rejoint aussi les avis des spécialistes de l'argumentation, dans une argumentation, on fait des inférences, on part de prémices pour arriver à une conclusion, les prémices doivent donner des raisons, fournir une évidence pour la conclusion, et on accepte beaucoup de modes d'inférence différents, inductif, déductif, abduction. Là, il me semble que on est d'accord également. Donc, tous les discours argumentatifs ont, peu importe leur objectif, ont ce mode d'atteinte. Et évidemment, c'est important de caractériser cela dans la théorie de l'argumentation. Bon, il y a certains spécialistes de l'argumentation qui
ne font pas vraiment appel à la théorie des actes de discours, mais d'autres le font, comme Van Emeren, par exemple, en Hollande. Hein. Et je pense qu'il y a énormément de convergence. Le tout, c'est de conjuguer les efforts pour bien analyser tous ces types discursifs différents qui me semblent extrêmement importants. Je réponds tout de suite? Oui, je pense, parce que ce sont des questions après. Très bien. Alors, merci Daniel. Je vais commencer par la deuxième question, au fond, pour dire mon accord plein et entier avec ce que vous dites, à la fois sur le bien commun, au fond, du patrimoine argumentatif qui s'appuie sur des inférences de diverses sortes et qu'il est absolument fondamental de distinguer. Et puis cette idée que même si tous les spécialistes de l'argumentation, mais c'est un domaine tellement disparate, et je précise que je suis, bien sûr que je m'intéresse à l'argumentation, mais je suis un spécialiste d'énonciation. Et c'est par l'énonciation que je m'intéresse à l'argumentation, mais je ne travaille pas, je suis loin de ne travailler que sur les textes argumentatifs. Mais bien sûr, c'est une question qui est fondamentale par tout un tas d'enjeux qui sont des enjeux théoriques, épistémologiques, mais aussi politiques, je crois, je l'ai laissé entendre. Hein, j'ai une conception relativement engagée de la linguistique. Et bien sûr, je suis d'accord aussi avec cette idée que même si beaucoup de chercheurs ne travaillent sur l'argumentation à partir de phénomènes discursifs différents, il y a quand même une dimension absolument fondamentale qui est celle des actes de discours, et c'est une contribution absolument déterminante à ces questions-là. Hein. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord aussi avec ce que vous avez dit, mais là, je mettrai un petit bémol. Mais largement d'accord sur votre première question et toutes les observations que vous avez pu faire sur le fait qu'il y a en tout cas d'une part des discours argumentatifs qui ont une dimension théorique qui portent sur la vérité des propositions, des thèses, et puis d'autres qui portent sur des argumentations pratiques. Et d'accord aussi pour dire qu'il y a un tropisme qui fait que la plupart des études sur l'argumentation s'intéressent à l'argumentation théorique et négligent, vraiment je dis négligent, les formes d'argumentation pratique. Alors, ça c'est dominant, c'est massif, mais je rappelle quand même des travaux, en tout cas dans le domaine français, pour certains qui s'intéressent à ces questions-là, je pense notamment à un numéro, alors je ne sais plus si c'est un numéro de langage ou de langue française, qui avait été dirigé par Claudine Garcia-Deban, avec des travaux de Bouchard, etc., Nonon, des textes absolument magnifiques qui abordaient d'une façon très neuve en son temps l'argumentation par des raisons pratiques. Et c'était pas un hasard du tout, c'était des argumentations en domaine didactique, où les enfants réfléchissaient au fond, aux meilleures manières de résoudre un problème, une tâche, et on n'avait pas une argumentation avec un arrière-plan théorique, idéologique, etc. Alors, c'est une approche qui est passionnante, qui est très intéressante, parce que, si vous voulez, argumenter sans ce substrat idéologique, mais simplement pour savoir comment réaliser une tâche, quelle est la meilleure façon de la réaliser quand on a plusieurs voies possibles, c'est tout d'un coup une approche très, très neuve et très, très rafraîchissante de l'argumentation. Hein. Donc, ces travaux existent, mais vous voyez, je cite des travaux la fin des années 90, il y a bien des travaux qui ont poursuivi, mais en gros, le cœur des travaux sur l'argumentation, c'est la première conception. D'ailleurs, regardez, y compris dans argumentation, il y a analyse de discours, c'est comme ça que ça se passe dans la revue Argumentation, etc. Bon. Alors, après, là, je suis d'accord avec vous.
Ensuite, ce n'est pas un désaccord, c'est de dire que cette distinction argumentation théorique, argumentation pratique, elle est absolument nécessaire, mais on peut la bousculer. Moi, j'adore bousculer les choses, pas pour le plaisir de bousculer, mais je fais observer que mon petit récit de La Fontaine, c'est une argumentation pratique ou c'est une argumentation théorique? Vous voyez, c'est intéressant de réfléchir à ces questions-là, parce que c'est un récit, il y a des enseignements pratiques à tirer, et dans le même temps, il y a une réflexion théorique, mais qui ne prend pas la forme d'un argument, encore que, si vous voulez, vous voyez. Donc, il y a des cas complexes. J'imagine d'autres cas. Il se trouve que j'ai été invité à aller faire une conférence en Allemagne sur les phénomènes de polyphonie. Alors je réfléchissais à la conférence parce que ça va être un public qui va s'intéresser, qui va rassembler des linguistes, des littéraires et des médecins. C'est un drôle d'attelage, mais c'est comme ça. Bon, et les médecins, vous avez tout un tas de récits de vie, d'entretiens à visée thérapeutique, etc., où il y a quand même des formes d'argumentation à certains moments et qui ont une dimension pratique parce qu'il y a une dimension de cure pour soigner le malade. Dans le même temps, à certains moments, mais c'est un autre regard, une dimension théorique parce que la façon dont on observe comment se disent telle ou telle maladie, comment interviennent les cliniciens, peut donner naissance à, si vous voulez, d'abord des savoirs médicaux, puis des savoirs sur les modes d'intervention dans le processus de la cure. Bon, oui, on pourrait prendre plein d'autres exemples comme ça qui montrent que, à la fois, la question de la distinction théorie-pratique est absolument fondamentale et elle est passionnante pour la question de l'argumentation. Parce que c'est quand même très dommage, mais c'est évident que l'argumentation, elle se base d'abord sur des représentations et des conflits à ses origines, et qu'on a négligé la dimension pratique de l'argumentation, ce qui fait qu'on survalorise le rôle du rationnel, le rôle du théorique. C'est important, mais on peut faire de la théorie en pratique. Je suis entièrement d'accord. Ouais, mais ça, vous serez d'accord avec. Regardez une plaidoirie d'avocat à un procès. Il va plaidoyer en faveur de l'accusé, en avançant certaines thèses, et puis aussi il va le plaidoyer pour qu'on ne le punisse pas, ou pas trop, qu'on lui inflige une peine pas si grave. Donc, dans la plaidoirie de l'argumentation, vont se développer deux argumentations, théorique et pratique. Mais enfin, argumenter en faveur de la vérité d'une thèse, c'est descriptif. Argumenter en faveur d'un plan d'action, c'est délibératif. Et évidemment, les conditions thématiques sont différentes. Néanmoins, les deux vont de pair. Et dans n'importe quelle conduite de discours, on se rend compte que prolifèrent des types discursifs différents, de même que dans chaque discours que l'on conduit, il y a des actes illocutoires avec des forces différentes, etc., etc. Donc il faut bien considérer la réalité de l'usage du langage. Je pense qu'on ne va pas avoir qu'un débat entre nous, mais juste une chose. Oui, je rajouterais, parce que vous prenez l'exemple de l'avocat, qu'il y a encore une troisième strate, c'est que vous avez des avocats qui savent très bien qu'ils argumentent sur des situations inédites, etc., dans l'espoir que leur argumentation, qui va entraîner une décision X ou Y, joue un rôle jurisprudentiel. Donc on est vraiment, vous voyez, c'est un étage supplémentaire de la théorie encore, hein, mais on est d'accord là-dessus. Vous faites la distinction entre l'argumentation directe et indirecte. Ah, bah absolument. Alors, indirectement, on peut... Absolument. La Fontaine donne pas mal de leçons en faisant ce compte. Absolument. Alors après, mais c'est une question de vocabulaire, hein.
Mais c'est toujours important, les questions de vocabulaire, mais il ne faut pas se disputer sur les mots, c'est les concepts qui comptent. Mais vous utilisez la dimension descriptive et délibérative, là où d'autres collègues diraient que l'argumentation théorique, elle est aussi délibérative, etc. Ça, après, on pourrait discuter de ça, mais de toute façon, c'est très suggestif la façon dont vous le dites, et ce qui compte, c'est ce qu'on met derrière les mots. Merci. Quem gostaria? Rosa Alice, quem mais? Rosa Alice, pode. Agora você levaria, por favor, o microfone, faria favor. Non, je parle en français, je pense qu'il n'y a pas. Mais s'il y a des problèmes, bon. Et après, je peux traduire. On peut faire ensemble. Et je voudrais vous... Merci, n'est-ce pas? On a beaucoup appris. Toujours, c'est la même chose. Né? Eu acho que todo mundo entendeu. Eu vou falar em português, talvez, e... Bom, o que eu vou perguntar é a questão da relação que é estabelecida entre a argumentação direta e a questão da lógica natural de Griese et a question de la schématisation. Alors, je ne sais pas si vous avez bien compris, c'est ça. C'est la question, comme vous avez parlé et vous avez travaillé avec Plantin, vous avez établi le dialogue avec Plantin, non, ce n'est pas le dialogue entre guillemets. Non, je sais, mais vous avez essayé mais de toute façon, ouais, ça c'est très important. Ce que je voulais savoir, c'est exactement parce que je pense que vous avez fait une espèce de continuation des travaux de Griese et de Ducrot, n'est-ce pas? Tout à fait. Et ce que j'aimerais savoir, quels seraient les apports, n'est-ce pas, que vous avez donnés à ces théories. Bien sûr, je sais qu'il y en a plusieurs, mais je pense que ce serait très important d'une manière un peu... Vous comprenez? Surtout sur Griese, parce que je pense que la notion de schématisation est très importante. Ça, c'est une question. Et la deuxième, a segunda é sobre a questão da lógica abdutiva, que eu acho que é fundamental no mundo atual, né? E de que forma ela está relacionada com a argumentação indireta. Comment la logique abductive est-elle mise en rapport avec l'argumentation indirecte? Je pense que c'est très important là, dans ce monde moderne, et pour la théorie des genres textuels discursifs aussi. OK? C'est la troisième. Parce qu'il y a trois choses là, três coisas, mais elles sont mises en rapport, parce que... Obrigada. C'est bien simple. Oui, oui, c'est d'une simplicité biblique, oui. Donc, c'est des questions énormes. Je me situe c'est vrai, dans l'optique de Ducrot, en tout cas sur la distinction locuteur-énonciateur, mais une fois qu'on a dit ça, et la façon dont il a posé la question du point de vue, mais une fois qu'on a dit ça, beaucoup de choses nous séparent. D'abord parce que Ducrot a abandonné plutôt cette question de point de vue, s'intéresse à l'énonciateur. Et il me semble absolument dommage d'avoir négligé cette représentation. Ensuite parce que Ducrot valorise l'énonciateur à certains moments, mais parce que Ducrot a une très longue production scientifique, valorise plutôt le locuteur, et dans le locuteur, non pas le locuteur lambda, mais vous voyez, donc j'ai plein de débats. Pour Ducrot, celui qui est à la source de la prise en charge, c'est le locuteur. Pour moi, c'est l'énonciateur. Pour Ducrot, celui qui est à l'origine de la modalité, c'est le locuteur. En fait, Ducrot et tout le monde, hein. Et je dis qu'il y a une modalité ancrée dans le locuteur, qui est fondamentale, mais il y a aussi des formes de modalité ancrées dans des énonciateurs, qui sont des énonciateurs seconds. C'est toute la problématique du point de vue qui exprime les valeurs modales, non pas du locuteur, mais des énonciateurs.
Alors là, je vais beaucoup plus loin que Ducrot, je dis des choses différentes de lui, et puis surtout, Ducrot ne réfléchit que sur des exemples, des énoncés, des exemples fabriqués. Moi, je réfléchis sur des textes, et c'est ce qui me rapproche beaucoup de Grise, encore que Grise est une approche discursive, mais c'est quand même un logicien plus qu'autre chose, un logicien de logique naturelle qui est absolument formidable, mais c'est pas un linguiste. Donc ces notions, les notions de schématisation sont absolument importantes parce que, si vous voulez, elles sont complémentaires d'autre chose qui est, à côté des schématisations, la notion d'étayage chez Grise. L'étayage, ça renvoie aux formes traditionnelles de l'argumentation, et Grise a montré qu'à côté de ces formes d'étayage, il y avait des formes autres, qui renvoie au fond à l'argumentation par la nature des choses, par effacement énonciatif. C'est ce qu'il appelle les schématisations. C'est plus large que ça, mais c'est un peu ça. Alors, où est ma contribution? J'ai un peu dit par rapport à Ducrot et par rapport à Grise, c'est que je suis plus linguiste que Grise, je crois, et c'est ma conception du point de vue, la façon dont je vais aller au bout de la logique inférentielle et de la logique abductive dans le point de vue, qui donne de la crédibilité linguistique à l'approche par les schématisations qui restent. Grise, il a un modèle formidable, mais c'est un modèle cognitif. Mais on a besoin de modèle cognitif. Mais vous voyez, c'est quand même... D'ailleurs, Grise a beaucoup travaillé avec Borel et avec Cuglioli, et le plus linguiste des trois, c'était Cuglioli, qui a une approche à la fois cognitive et linguistique. Et ben moi, je me rapproche maintenant avec le point de vue, je suis parti de Ducrot, je me rapproche un peu de Cuglioli sans être cugliolien, et je crois que une des manières de faire avancer le débat, c'est dans la construction linguistique de la référenciation, comment on construit la référence, et comment cette construction de la référenciation, elle donne des éléments non seulement pour dénoter, mais pour donner le point de vue, et donc une interprétation en amont de l'interprétation, c'est-à-dire le regard de l'énonciateur tel qu'il nous demande de l'accepter, de ne pas le remettre en cause, puisque ça ne fait pas l'objet d'un acte d'étayage et d'un acte discursif, argumentatif direct. Donc ça, c'est ma contribution. Et d'une certaine façon, j'ai répondu à la troisième question, c'est-à-dire, ce qui me semble fondamental, c'est cette logique inférentielle, dont je dis qu'elle est souvent abductive, c'est-à-dire qu'elle est probabiliste. Et ça, évidemment, ça n'est qu'une des formes. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que si j'analyse ces logiques abductives, je considère que la logique abductive ou la logique syllogistique déductive serait sans intérêt. Ce serait une stupidité, tout simplement, puisqu'on a ces modalités, autant ouvrir le spectre et analyser toutes ces modalités. Merci.